On passe à la dernière phase de discussion. Barbara, vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, oui. On ne vous voit pas. Je Mais, remets ma vidéo. Voilà. super. Mais on vous entend. Donc j'imagine que beaucoup de questions ont été transmises. Est-ce que Sylvie peut nous transmettre les questions? Sinon, on va débuter le débat donc, sur toutes les thématiques qui ont été abordées. Il me semble qu'au cours de cet après-midi, on a pu prendre la mesure des enjeux de la paternité, de l'évolution du rôle paternel et de l'importance de cette évolution. On a décrit un peu ce modèle entre guillemets idéal, mais c'est peut-être une question qu'on va reposer au cours de la discussion. Les questions que je voudrais qu'on aborde dans cette dernière partie, c'est maintenant comment faire pour faire évoluer les comportements. Il y a eu quelques pistes avec les ateliers pour les ateliers avec les papas, mais il y a probablement d'autres choses qu'on peut discuter. Et donc voilà, les questions sont ouvertes. Kelly, est-ce que alors nous avons le top départ tout à fait, nous avons une question pour vous, les deux papas que nous venons d'entendre. Pour vous, papa, estimez-vous que les groupes réservés aux pères, c'est-à-dire sans les mères, soient importants ou plutôt des groupes parentaux? Après, c'est que ma vision des choses et le fait de parler là montre bien que je n'ai pas forcément à exprimer les problèmes que j'ai. Donc, me retrouver qu'avec des pères, pour moi, sans les mères, ce n'est pas quelque chose d'important. Par contre, en effet, créer des groupes de parole de proximité où on peut se retrouver entre différents parents, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Nous, notre famille est loin. On n'a pas forcément d'amis qui avaient un enfant du même âge que le nôtre. Ou alors ils ont tous un job et du coup on s'est retrouvé un petit peu seul. Je pense que l'idée de monter des groupes parentaux, ça peut être bien plus que simplement un groupe de papa, mais c'est que mon point de vue. Et alors pour ma part, je vais faire une réponse de Normand, j'ai envie de dire les deux mon capitaine, mais ça va évidemment, j'ai bien conscience que ça engendre des budgets aussi supplémentaires, mais je dirais les deux parce que je pense qu'ils répondent à des objectifs différents. Tout simplement. Je pense que les pères ont besoin de se retrouver entre pères, mais parce qu'on ne va pas communiquer, on ne va pas dire les mêmes choses. Parce que encore une fois, il y a une histoire de posture et donc on ne va pas oser dire les choses devant sa compagne. Et pour autant, des groupes de parole de parents, je pense qu'ils apportent complètement autre chose. Et d'ailleurs, je pense que les sujets seraient différents. D'ailleurs, je suis même assez persuadé que les sujets seraient différents dans les deux groupes. Oui, je pense que vous avez raison. C'est en fonction des personnes, des besoins de chacun. Et puis, bien sûr, cette question ça ne répond pas forcément aux mêmes objectifs, je pense. Et en tant que nouveau papa, avez-vous eu des difficultés à faire comprendre à vos propres parents vos choix? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous faire comprendre? Donc, si j'interprète bien cette question, dans le fait d'être père à votre façon, peut-être que vos parents sont différents. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire valoir vos décisions, vos choix? Alors, moi j'ai la chance d'être issu d'une famille très aimante et soutenante, mais d'une famille de parents qui sont forcément d'une génération différente et donc qui ont une vision différente. Moi, mes parents sont divorcés, mais les deux ont des carrières professionnelles très riches. Moi, pareil, cadre sup en entreprise. Et effectivement, moi, mon choix, il en regardait un petit peu... pas avec incompréhension, mais avec pourquoi. Je pense qu'ils ont
ils ont plutôt cru que c'était une passade, en mode il va faire ça pendant les 2 premières années, et puis voilà. Donc je pense qu'ils n'ont pas saisi toutes les nuances. Mais voilà. Mais je pense que c'est vraiment une histoire générationnelle aussi. C'est une histoire d'envie, de sens, de quête de sens, de quête d'équilibre, de la façon dont on veut vivre sa vie qui est différente. Ceci dit, clairement, aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi que j'ai fait ce choix, puisque mes enfants, ils ont 5 ans et demi. Ils ont changé de regard. Et je pense qu'en fait, c'est pas forcément moi, ma vie, c'est ce que sont mes enfants. Parce que finalement, c'est ça le plus important. Et ça a été beaucoup dit, c'est dans les premières années, les jours où on leur apporte la sécurité affective et émotionnelle, et notamment. Et je pense que mes parents, quand ils voient ce que sont mes enfants aujourd'hui, se disent que c'est aussi grâce à une présence. Attention, hein, je travaille, mais je travaille beaucoup moins, j'ai beaucoup plus de liberté, je suis vraiment très présent, et ça se sent forcément sur les enfants en fait. Mais je sens culpabilité pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Hein. Je ne dis pas ça, je sais que c'est une chance que j'ai. Voilà. Mais oui, ça se sent sur les enfants. Alors, je crois que le professeur Subtil a une question. Non, moi, je voulais faire un commentaire parce que je me suis mal organisé et j'ai des couples qui m'attendent en bas. Pour moi, l'après-midi, elle est historique. En tout cas, moi, je la vis comme ça. Parce qu'on a pu démontrer l'importance du rôle des pères. Vous avez dit faire équipe, vous en avez témoigné et vous l'avez dit. Je vois que notre modèle de suivi des femmes enceintes, donc des couples, est un petit peu dépassé. C'est-à-dire qu'il faut inventer des nouvelles choses avec en plus les remboursements qui sont actuellement les remboursements de cette consultation prénatale, de cette séance de préparation à la naissance. Voilà. Donc il va falloir inventer des choses en changeant le modèle, mais c'est toujours pareil. Il faut un petit peu, je ne sais pas, il faut peut-être, transformer 2 séances de préparation à la naissance en séances de préparation des papas. Enfin voilà, il faut inventer des choses. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était pas une option, c'est que c'était une nécessité. On y est là. Vous nous l'avez bien montré. Donc à nous de continuer et de transformer profondément le suivi, ce qu'on appelait le suivi prénatal, qu'il faudrait changer de nom d'ailleurs, cette préparation à la parentalité. Voilà. Donc moi, je voudrais vraiment vous remercier. Et alors, il se trouve qu'on m'a confié la mission de présider l'IHAB, là, ce mouvement Amis des bébés, mais qui en fait Amis des familles. Et je me dis vraiment que cet après-midi-là, il faudra, s'il vous plaît, la refaire au niveau national, parce qu'elle avait un niveau cet après-midi vraiment national pour moi. Alors, elle est déjà nationale, mais moi, j'aimerais bien qu'on la fasse éventuellement dans le cadre de l'IHAB. En tout cas, je militerai pour ça. Très important que j'ai entendu dans cette réflexion que vous avez, c'est qu'effectivement, on sent bien que cette approche de la parentalité, c'est que là, on touche un moyen de réduire les inégalités de genre. Et effectivement, je n'avais pas appréhendé cet impact-là. Mais si on veut avoir un impact sur les inégalités de genre, c'est effectivement modifier le rôle paternel, le rôle du père dans la paternité. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui est peu discuté, en tout cas que personnellement je ne connaissais pas et que j'ai découvert aujourd'hui. Peut-être. Je vais un peu loin, et pardon si je vais un petit peu loin, mais l'histoire qui s'inscrit cette semaine, c'est l'histoire d'une violence d'un pays vers un autre. C'est peut-être aussi la fin d'un monde du patriarcat, finalement. Voilà, donc c'est un clin d'œil de l'histoire. Nous, on en parle souvent avec Laurent, on n'a pas été des pères modernes, en tout cas moi, sûrement absolument pas. Mais on voit bien que ce mouvement est un bon mouvement pour l'humanité et qu'il faut absolument le continuer. Vous voulez faire un commentaire ou d'autres questions ? Non, mais pour aller effectivement dans ce sens-là, on en avait parlé en off, mais mardi, c'est la Journée internationale des droits de la femme. Et en fait, j'ai été sollicité par une entreprise, je ne vais peut-être pas la citer, mais
qui est vraiment le cliché de l'entreprise. On est dans le BTP, viriliste. J'oserais dire 90% d'hommes, et voilà. Et en fait, ils lancent un grand plan sur l'égalité femmes-hommes, et ils m'ont demandé d'intervenir mardi, le jour de lancement de cette campagne-là, pour une conférence sur le congé paternité comme levier d'égalité femmes-hommes. Je trouve que ça veut dire des choses, en fait. Pas qu'il me fasse intervenir moi, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais qui traite de ce sujet-là. Ça veut dire des choses. Qu'on ait des boîtes, parce qu'on entend, on entend parfois dans les médias, on parlait de Doctolib, des boîtes dans la tech, des boîtes dans la tech, des boîtes dans les services, les boîtes du CAC 40, les L'Oréal, qui traitent de ce sujet-là. Ok. Et c'est très bien qu'ils le fassent, c'est des rôles modèles, ils sont moteurs, et c'est très bien. Mais qu'on ait ce type de structure et d'organisation, moi je trouve que ça dit des choses sur un mouvement qui est effectivement Jean-Jean, qui est lancé, qui est inarrêtable, et qui va apporter en plus que du bon, mais qui doit s'accompagner pour pas que ça se fasse sans violence, parce que c'est violent aussi pour certains. Il faut pas se mentir, nous on est dedans, nous on est convaincus, donc évidemment pour nous c'est voilà, mais c'est violent pour certains. Il y a des gens qui sont pas encore complètement prêts à ça, qui ont besoin d'être accompagnés. Encore une fois, je le redis parce que c'est important pour moi. En fonction des milieux sociaux, c'est très différent, mais vraiment c'est important à prendre en compte. Voilà, donc ça doit s'accompagner pour que cette jolie transformation, ce nouveau monde qu'on réinvente, il se fasse dans des bonnes conditions en fait. Alors, il me semble bien que ça introduit le débat qu'on voulait faire, c'est-à-dire on comprend les enjeux, on comprend les bénéfices à long terme, notamment sur les inégalités hommes-femmes, mais même maintenant comment faire pour modifier ce modèle. Et effectivement, comme l'a rappelé Barbara, effectivement, il y a des pères qui ont des modalités de type traditionnel et des paternités maternelles, et entre les deux, tout est possible. Comment faire évoluer ces comportements? Il y a eu quelques pistes, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Quand on regarde un peu les concepts liés au changement de comportement, il faut apporter des capacités, des compétences, et il faut apporter des opportunités. Donc comment apporter les compétences et aller plus loin que les ateliers. Je voulais poser à l'équipe de maternité, c'est comment voient-ils l'évolution de leurs ateliers pour les pères? Est-ce qu'on se cantonne donc au nursing ou faut-il aller plus loin sur le développement de l'enfant, sur les interactions précoces, sur des choses un peu plus complètes que juste quelques soins de nursing? Donc voilà, est-ce que vous avez des idées sur ce sujet-là? Comment apporter les capacités, les compétences aux pères pour leur donner envie de changer le comportement? Alors, je me permets de répondre. Je crois que c'était un petit peu abordé, je ne sais plus par qui tout à l'heure. En fait, les couples avant la naissance sont quand même focalisés beaucoup sur la naissance. Et pour tout ce qui va se passer après, je dirais qu'il me semble qu'il faut donner l'ambiance, la responsabilité, l'autonomie. Mais les parents sont fortement bloqués autour de la naissance. C'est l'arrivée du bébé. Et il va y avoir quelque chose à inventer après quand même. Mais c'est ce qu'on est en train de faire, Laurent, puisque tu es en train de monter avec nous un groupe de parents, des groupes de parents. Il me semble que oui, ça se commence en anténatal, c'est sûr, mais ça va être quand même un petit peu ce qui va se passer en post-natal qui va être important. Parce qu'il y a des messages, si je montre l'importance du jeu avant la naissance, ça a peu de chances de marcher. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Oui, si. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a sûrement 2 temps différents. Probablement que pendant la grossesse, il ne faut pas tout aborder. Mais actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vide sur la suite. Sur l'allaitement, mais sur les jours, on dit ça va être difficile, d'accord. Mais concrètement, à quoi s'attendre? Alors moi, c'est mon métier. Mais j'étais pas papa et découvrir ce quotidien-là, il n'y a rien qui nous soutient, il n'y a rien qui nous prépare à ça. Le deuxième élément de réponse, c'est comment s'y prendre pour prendre tout le monde avec nous et toutes les classes sociales. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et c'est ce qui n'a pas marché au Danemark, c'est d'imposer.
Si on impose le congé paternité, si on impose les cours de préparation prénataux, le postnatal, probablement que ça ne marchera pas, parce qu'il y a des gens, on est tous différents, et c'est ce que vos études montrent, on a tous des personnalités différentes, et qu'on ne peut pas calquer un modèle unique à une diversité de population. Par contre, rendre les choses possibles et communiquer là-dessus, je pense que c'est essentiel. Et si l'un des freins à ce que les pères prennent leur congé paternité n'est pas leur volonté, parce qu'ils se sentent détachés de leur enfant ou quoi que ce soit, mais que c'est un problème financier parce qu'ils ont une activité libérale ou qu'ils sont indépendants, ça, c'est des choses sur lesquelles il est possible de jouer. En rendant possible pour les libéraux de prendre leur congé paternité, à eux après de dire oui ou non, mais au moins il y a un cadre qui permet ça. Oui, Nathalie. Oui, je voudrais bien dire que on est en train de créer les conditions et dans l'invention de ce métier de facilitateur, il y a beaucoup de choses. C'est une puéricultrice, un puériculteur, un éducateur, une sage-femme qui peut tout à fait, un psychologue qui peut tout à fait accompagner ses parents dans la durée. L'expérience que j'ai eue lorsque, il y a 20 ans, je conduisais ces groupes en tant que facilitatrice en Australie, mais ça a changé ma façon de voir le métier. On me disait, mais tu sais, sur le développement de l'enfant, ah ben tu sais ça, et puis ça, tu vas prévoir. Eh ben, non. Même si je suis maman de 3 enfants, je sais pas. Je sais pas. C'est vous les papas, c'est vous les parents qui connaissez votre enfant un besoin particulier ou voilà, ils sont tous uniques. Et finalement, je pense que notre société, elle souffre d'un manque d'autonomie, de conscience. Et on est assez fautif aussi. Hein. On pense qu'on sait. Et justement, dans l'accompagnement des maisons des 1000 jours, de ces parents, de ces groupes mixtes, papa, maman, avec des enfants à peu près du même âge et de conditions sociales très différentes, eh bien, dans la mixité, on trouve la richesse de l'accompagnement du développement de l'enfant pendant la première année de vie. Et en ayant une posture vraiment de facilitateur, on n'est pas le sachant. On a des connaissances, bien sûr, on les partage. On les partage au moment propice, en fonction des besoins. Et la création de ce métier, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle vient révolutionner la façon dont on travaille avec les autres. Alors, j'ai eu cette expérience il y a 20 ans dans ce pays qui est pionnier en matière de soutien à la parentalité. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit « Oh là là, mais ça va être mon prochain métier. » Et puis, en fait, personne n'était prêt. Donc, au bout de 20 ans, là, on réfléchit depuis la commission des 1000 jours, avec Laurent, avec Boris Cyrulnik, avec Isabelle Filiosa, avec Antoine Guednet, à plusieurs, on se dit, mais comment on peut aménager la suite? Quelles conditions favorables on peut mettre en place pour que l'impact soit mesuré et que l'impact soit suffisamment convaincant pour entraîner ceux qui sont les plus loin du dispositif à intégrer ces maisons des 1000 jours, ces groupes de parentalité mixte pour la suite. Et une année, c'est important pour tisser des liens. Je ne veux pas prendre la parole plus que ça. Hein. Et pourquoi pas les auxiliaires de puériculture comme facilitatrice? C'est une super question. Bien sûr, à condition d'être confortable dans le rôle qu'on va avoir et ne pas se mettre en échec nous-mêmes vis-à-vis des parents et des familles qu'on accompagne et des bébés, bien sûr, parce que dans ces groupes-là, on part de l'observation des bébés. C'est un peu la méthode d'Esther Bick, mais bon, en situation comme ça, là, sans formaliser les choses. Et en fonction de l'évolution de nos bébés, qui sont nos héros, eh bien, on dialogue autour de l'environnement qui va impacter leur développement quotidien. Et pourquoi pas une auxiliaire de puériculture qui sont suffisamment outillées, eh bien, elle pourrait intégrer, si elle a les prérequis et suffisamment d'expérience, intégrer cette formation qu'on va réfléchir ensemble pour qu'elle soit la plus nourrissante et la plus à jour possible pour accompagner ce métier. Et à mon avis, pour répondre à ta question, Laurent, enfin votre question, pardon, c'est effectivement peut-être voir la parentalité comme
partie intégrante de la vie. C'est-à-dire qu'évidemment, le côté soin, il est primordial, vraiment. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de tout ce que vous apportez. Mais c'est la première étape. Mais encore une fois, les contraintes, enfin pas les contraintes, mais ce qu'on vit en tant que parent d'un bébé, d'un petit enfant, d'un ado, d'un pré-ado, d'un jeune ado, c'est plein de difficultés. Alors, là, on est ici aujourd'hui dans le cadre d'une maternité, donc c'est normal qu'on focus plus sur ce sujet. Mais sur, effectivement, comment, si on devait imaginer, si on joue à ce jeu, à ce qu'on imagine pour demain, moi, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose avec un rendez-vous récurrent une fois par an, parce qu'en fait, ça évolue super vite. Moi, je vois mes difficultés ou mes questionnements, mes contraintes, mes réflexions, mes évolutions à aujourd'hui sont complètement différentes de celles d'il y a 2 ans et dans 3 ans ça en sera encore d'autres choses et en fait de voir ça sous l'angle vraiment de la vie, encore une fois c'est ma vie de parent, mais ma vie de conjoint, oui, femme et homme, de ma vie professionnelle, je sais pas, moi je rêve d'un truc un peu comme ça en fait, où on prend en compte toutes les sphères en fait, parce que je pense que j'allais dire bon parent, mais j'aime pas trop cette notion-là. Heureux, épanoui dans son rôle de parent, c'est aussi être heureux, épanoui dans son couple, mais en tant qu'enfant de ses parents, en tant que frère-sœur, en tant que en tant qu'ami, et dans son job évidemment. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à imaginer comme ça, mais là on sort du cas des 1000 jours évidemment. C'est une vie. Non, mais je pense que c'est un tout. C'est pas dissociable. Et en effet, ce métier de facilitateur conjugué dans une vision interprofessionnelle, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. D'ailleurs, on a posé une première pierre qui a été financée par la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté, parce qu'on s'inscrit dans la lutte contre les inégalités de naissance, bien sûr. On a réalisé un MOOC avec avec les professionnels de santé et de l'éducation. Et ce sont les professionnels qui parlent aux professionnels dans 5 modules de 3 heures. C'est gratuit, c'est sur notre site, sur la chaîne YouTube Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Vous le trouverez. Et ça, c'est une première pierre de langage commun autour du développement de l'enfant. Finalement, quelle est notre vision de ce bébé qui grandit et quels sont les défis que les uns et les autres on va relever sur ce parcours, avec des périodes sensibles, des périodes plus complexes que d'autres, et comment ensemble on va pouvoir y arriver. Alors donc on parlait en fait des moyens pour motiver au changement de comportement. On a vu il faut améliorer les compétences, les capacités. On a cité les ateliers pour les pairs, on a cité les facilitateurs, plutôt quelque chose qui soit interdisciplinaire. Barbara, est-ce que vous avez d'autres idées sur la façon en fait de soutenir l'auto-efficacité parentale, puisque c'est un peu ça l'enjeu pour le père, dans l'idée de le rendre plus à l'aise dans son rôle de parent tel qu'on le discute aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a un élément sur lequel il faut travailler aussi, c'est sur toutes les représentations que les pères... Oh, c'est très bizarre, je me vois 2 fois sur l'écran, excusez-moi, ça me perturbe. C'est effectivement sur les représentations parentales. Parce que, comme le disait très justement les 2 papas qui sont intervenus, il y a l'image qu'on se construisait a priori de ce qui allait se passer, ce qui se passe dans la réalité, l'évolution des choses tout au long du développement de l'enfant. Et je pense qu'effectivement, l'un des leviers, c'est aussi de travailler sur les représentations que les parents ou futurs parents se construisent de ce qui va se passer dans l'avenir. On le voit très bien avec les enfants à développement particulier où effectivement les parents sont déstabilisés parce qu'ils s'étaient construit une image d'un enfant qui allait se développer d'une certaine manière et ça ne se passe pas comme ils l'avaient décidé. Et je pense qu'effectivement, sur toutes les connaissances que l'on a actuellement sur le développement de l'enfant, alors dans les 1000 jours ou au-delà, monsieur parlait de l'adolescence tout à l'heure, c'est un vaste programme aussi parce que
cette période de remaniement psychologique qui est très, très sensible, tout ce que l'on aura appris sur notre enfant pendant toutes ses premières années de vie va être remis à plat au moment de l'adolescence sur des modalités qu'on ne maîtrise plus. Et donc, effectivement, moi, je pense que on parle chez les mères de sensibilité maternelle sur la manière de décoder les signaux, sur la manière de favoriser l'autonomie chez les pères, mais d'une manière générale sur la représentation parentale de l'enfant avec toutes ses particularités. Je pense à monsieur qui a eu un couple de jumeaux. Le fonctionnement de deux enfants qui sont issus d'une naissance gémellaire, ça ne va pas du tout être la même chose qu'une fratrie dont les enfants n'auront même pas, enfin, auront tout juste un an d'écart. Et donc, effectivement, pour chaque famille, il faut inventer un modèle, mais surtout aussi, et puis rassurer les parents sur leurs intuitions, sur leurs compétences. La discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'allaitement, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante parce que nous sommes psychologues toutes les deux, nous avons eu des enfants, enfin vous récemment, moi un petit peu plus de manière ancienne maintenant. Et pour autant, on s'est posé les mêmes questions que les parents novices. Donc, ça veut dire quoi quand effectivement, même un expert, et je rejoins ce qui vient d'être dit là, quand on dit ah bah, toi, tu vas savoir nous expliquer, bah, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, aussi rassurer les parents sur leurs propres compétences, sur leurs propres sentiments d'efficacité, je pense que c'est important. Parce que dans cette alliance parentale, on voit bien effectivement que la satisfaction conjugale aussi est importante. C'est-à-dire que pour des familles qui fonctionnent bien, si le sentiment de satisfaction conjugale diminue, la famille peut devenir effectivement dysfonctionnelle. Et on voit bien des familles qui avaient un niveau d'alliance familiale qui était relativement haut et qui reste haut. D'autres qui en avaient un plus bas et qui va rester malheureusement bas parce qu'on ne les a sans doute pas aidés à améliorer les choses. Et puis, on a les familles qui se dégradent. Et ce que disait monsieur tout à l'heure sur le nombre de séparations sur les premières années de vie de l'enfant, bah, que se passe-t-il? Et peut-être qu'effectivement, d'un point de vue sociétal, on met aussi une pression maximale aux parents sur le fait il faut atteindre des objectifs. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur le burn-out parental. Les objectifs, quand le bébé il pleure des nuits entières, moi-même, on m'avait dit surtout ne jamais le laisser s'endormir au sein. Ah bah oui, mais quand vous avez des problèmes d'endormissement, vous êtes bien content qu'il s'endorme sur le sein. Donc, voilà, aussi rassurer les parents dans leurs compétences et puis les soutenir effectivement quand ça dysfonctionne. Et je pense qu'effectivement, le fait de concevoir la famille comme un système, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on n'agit pas sur l'un des individus uniquement, mais on va agir sur le système en entier. Et puis, on connaît bien les processus en psychologie du développement et notamment dans les approches transactionnelles, le fait que tout fonctionne en spirale. Quand il y a un élément qui dysfonctionne, quel qu'il soit, c'est la totalité du système qui dysfonctionne. Et donc, voilà, il faut aider la famille dans sa globalité, dans son individualité. Il faut également prendre en compte les fratries parce que les fratries ne sont pas toujours non plus très, très prises en compte dans ces systèmes. Et alors, quelle préconisation avoir Je pense que déjà avoir une vision intégrative, c'est fondamental. Et donc, dans cette vision intégrative, effectivement, la place du père, elle est essentielle. Ça, elle n'est pas secondaire, elle n'est pas en comparaison à celle de la mère, elle est spécifique. Et puis, travailler sur les représentations des hommes, c'est important. Ce que monsieur fait dans les entreprises, moi, je trouve ça génial parce que, pour le coup, effectivement, modifier ces représentations de ce qu'est la réussite d'un homme d'un point de vue sociétal. La réussite, elle passe par la réussite professionnelle, encore au jour d'aujourd'hui.
Pas... Et effectivement, quand vous dites, moi j'ai abandonné ce que je faisais pour faire autre chose et de manière différente parce que je voulais consacrer plus de temps à ma famille, les gens regardent ça de manière un petit peu étonnée. Mais parce que sociétalement aussi, on porte tout ça. Donc, effectivement, je pense que c'est des représentations qui sont encore un peu archaïques, qui sont, à mon avis, trop traditionnelles dans leur manière de faire. Pardon. Ouais, non, mais pour rebondir oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Barbara. C'est quand on parle de notion d'objectif, en fait, que ce soit pour le job, dans la représentation ou dans la notion de parentalité, c'est justement pour moi ce que j'imagine d'un nouveau monde qu'on peut redessiner, c'est-à-dire sortir de cette notion de performance qui fait du mal, quoi. Cette notion de performance, cette pression permanente qu'on se met. Quand je dis que aujourd'hui, moi, ce que je ressens, ce que je sens, ce que j'entends, c'est un besoin d'apaisement et d'harmonie. C'est aussi pour aller, c'est justement pour ça, pour aller vers moins de performance. On veut pas la meilleure carrière, on veut pas forcément la meilleure réussite professionnelle, on veut pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a une autre envie, il y a une autre vision des choses. Il y a peut-être un autre possible. On est peut-être aussi au bout d'un modèle, et c'est peut-être juste l'histoire qui est comme ça. Je sais pas, ça dépasse mes compétences et je veux pas me prononcer sur ces sujets, mais je crois quand même que oui, l'histoire est faite de ça, elle est faite de cycles, et que le cycle qu'on a connu nous a apporté énormément plein de choses positives. Il s'agit surtout pas de tout jeter et de dire c'était mauvais. C'est pas vrai. En tout cas, c'est pas ce que je crois. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être une façon de faire différente, avec plus d'harmonie, avec plus d'équilibre, où on se fait moins mal. On parlait d'engagement tout à l'heure. Le désengagement professionnel, il est réel. La santé mentale professionnelle qui est abîmée, c'est une réalité. Enfin, vous êtes toutes les deux des psychologues. Je ne sais pas, vous, vous savez bien mieux que moi et vous le vivez probablement au quotidien. Mais voilà, il y a une souffrance qui existe et qui est là. Et je pense que effectivement, aborder la parentalité, pas que la paternité, mais la parentalité d'une autre façon, c'est une façon de redessiner un monde plus juste et plus apaisé. Et on n'en parle pas, mais c'est quand même une super bonne nouvelle quand on devient parent. Et en vrai, c'est pas ça qu'on entend. On entend, mais ça va être la merde parce que c'est la galère, que ça va être la galère dans le boulot. C'est une super nouvelle. On le dit pas suffisamment. Est-ce qu'on peut pas se reconnecter à ça, que c'est quelque chose de joli et qu'on peut en faire encore une fois quelque chose de joli. Voilà, pardon, je m'emballe. Je rebondis sur ce que vous disiez, Barbara, simplement pour essayer de concrétiser un peu le message que vous passez. Donc on imagine que ces représentations parentales dont vous venez de parler, on arrive à les évaluer peut-être lors de l'entretien prénatal précoce ou personnalisé. On s'aperçoit que le papa a un modèle un peu traditionnel en termes de représentation. Faut-il le faire évoluer ? Est-ce qu'on l'accepte tel quel ? Et si on veut le faire évoluer, comment fait-on ? Est-ce que le panel présent peut apporter des réponses ? Est-ce que c'est pertinent comme question ? Oui, comment le fait-on évoluer ? Moi, je dirais qu'il faut le prendre à la base, c'est-à-dire qu'il faudrait faire aussi des séances d'information dans les écoles auprès des enfants. Parce que si on veut travailler sur la représentation de ce qu'est un homme dans la société et de ce qu'est un père dans la société, peut-être qu'effectivement, on fait des campagnes de prévention sur l'égalité de genre dans les écoles, sur le fait qu'une petite fille, ça porte pas forcément du rose. Enfin, moi, j'ai l'exemple à la maison, puisque ma fille, elle m'a expliqué ce qu'on lui racontait à l'école. Un jour, elle gagne une corde à sauter à la fête foraine et je lui dis, c'est bien. Elle dit, oui, mais je ne sais pas bien faire. Alors, à l'époque, elle faisait du bébé gym avec un Baptiste, donc qui était un prof de gym. Et je lui dis, tu demanderas à Baptiste. Puis elle me regarde en haussant les épaules. Elle dit, mais enfin, maman, c'est un garçon. Je veux dire, on est quand même en 2022 et on a encore ce genre de réflexion chez nos petites filles. Et si on regarde les garçons, on est exactement pareil. Enfin, maman, les filles, ça nous court après à la récréation pour nous embrasser. Ça ne peut certainement pas shooter dans un ballon. Donc, je veux dire, si on prend aussi le problème, alors je sais bien que je ne réponds pas directement à votre question, mais si on prend aussi le problème de manière différente, c'est-à-dire aussi préparer nos enfants à leur futur aussi rôle de parents, on va gagner du temps.
parce qu'effectivement, ils ne seront plus forcément dans le même modèle. Maintenant, sur les représentations, moi, je trouve que des exemples qui peuvent être pris dans d'autres cultures, sur d'autres pratiques, avec les bienfaits que ça peut apporter aux enfants et aux couples et aux parents individuellement, ça peut aussi être des expériences enrichissantes et ça peut permettre de travailler sur les représentations parentales. J'ai pas particulièrement de recettes, mais les représentations, de toute façon, d'une manière générale, c'est quand même encore une thématique de recherche qui reste un petit peu en retrait. Et pour autant, c'est sur la base de ces représentations, de ces fameux modèles internes opérants, que vont se construire les relations avec les jeunes enfants. Donc, c'est un petit peu le problème circulaire de que faire, à quel moment, quoi. C'est la question du vrai enjeu de faire évoluer ces représentations parentales qui peuvent effectivement conduire à un modèle parental qui peut poser problème traditionnel, entre guillemets. On le sait, les enfants, ce sont des éponges. Moi, je pense que si aujourd'hui, des enfants de 2022 voient un couple égalitaire, voient des parents égalitaires dans la répartition des tâches, il y a quand même fort à parier qu'ils reproduisent la même chose dans 30 ans, quand eux seront parents. Donc voilà, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Barbara. C'est agir aujourd'hui, c'est agir pour soi, mais c'est agir pour demain. Sauf que les jeunes pères actuellement ont eu comme modèle des pères de mon âge qui avaient un modèle très traditionnel. Donc en fait, pour les jeunes pères de maintenant, ils doivent changer de modèle. Et donc c'est pas forcément simple, puisqu'ils ont un modèle antérieur qui était différent. C'est ce que montre l'étude dont je vous parlais tout à l'heure. Se décaler encore d'une génération en espérant que c'est nos enfants qui vont changer ce qu'on est aujourd'hui, c'est encore décaler le problème. Les conflits générationnels qu'on a, nous, en reprochant à nos parents ce que la situation d'aujourd'hui, mais dans la globalité, hein, c'est aussi ne pas prendre sa part de responsabilité. C'est facile d'accuser la génération d'avant et c'est facile de la reporter sur la génération d'après. Le changement, il doit être probablement fait sur les pères d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on a eu un modèle différent qu'on n'est pas capable de percevoir qu'on a envie d'autre chose. Et c'est ce qui est en train de se passer malgré tout. Oui, on n'arrive pas à toucher tout le monde, et je suis d'accord avec vous. Et comment toucher tout le monde, c'est la question. Mais le changement, il est là dans nos mentalités. C'est pour ça qu'on discute autour de la table. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ? Oui, tout à fait. Il y avait une question tout à l'heure, je pense pour vous, Barbara. Alors, je l'ai plus sous les yeux, mais de tête, c'était une personne... voilà, on a parlé de l'attachement tout à l'heure, et il me semblait que l'attachement commençait par le lien mère-enfant, puis un peu plus tard, l'attachement avec le père. Est-ce bien le cas, ou est-ce qu'un bébé peut créer un lien d'attachement dès la naissance avec maman et papa ? Oui, la réponse, elle est effectivement sur le type de modèle qu'on choisit. Donc, sur le modèle initial qui était celui de Bowlby, qui était un modèle qui aussi était valable à l'époque où il a été initié, sur le fait que effectivement les hommes étaient plus investis au niveau du travail et moins à l'intérieur de la maison. Sur ce modèle hiérarchique, effectivement, on est sur l'idée que l'attachement à la mère va ensuite permettre les attachements ultérieurs, ce qu'on appelait les figures secondaires. Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, ça ne se dit pas, aujourd'hui, nous sommes plutôt sur des modèles dits intégratifs, c'est-à-dire que les deux figures d'attachement, les figures d'attachement, puisqu'on en parle de deux, mais il y a aussi de l'attachement à la fratrie, aux grands-parents, aux oncles et tantes qui se construisent. Mais les attachements aux figures qui sont le plus souvent près de l'enfant, c'est-à-dire la mère et le père, se fait de manière synchrone. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant va intégrer des modèles de relation avec sa mère, va intégrer des modèles de relation avec son père. Et à partir de ces figures d'attachement, on va effectivement pouvoir se construire une représentation, l'enfant va se construire une représentation
des relations interpersonnelles qu'il va reproduire à son tour avec ses camarades d'école et à l'extérieur du domicile familial. Donc, on est aujourd'hui plutôt dans l'idée que ce n'est pas vraiment un modèle hiérarchique qui va permettre la construction de l'attachement, mais que c'est un modèle intégratif où les figures d'attachement vont pouvoir se construire de manière indépendante et se réunir dans une seule et même représentation d'attachement en général. Est-ce qu'en fait, finalement, c'est quasiment pas c'est une sorte de stéréotype de genre que de dire que l'attachement, l'attachement de la mère, c'est le premier et le deuxième, c'est le père. Donc on transmet effectivement des idées comme ça qui sont des stéréotypes de genre. Et pourtant, ce sont encore des choses qu'on entend sur les bancs universitaires. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis bien d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut introduire les modèles, enfin les recherches sur le père pour faire évoluer les mentalités et même les mentalités d'enseignants-chercheurs, quoi. Oui, je pense effectivement, on voit là très bien dans cet après-midi, je trouve, se dessiner de manière explicite le fait que ce sujet touche vraiment des strates différentes mais complètement liées. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait, cette question de l'expertise. Moi, je me pose régulièrement la question, est-ce qu'il y a une expertise dans la parentalité ? Quelle place pour ça ? On peut être professionnel de la petite enfance ou des sujets en rapport avec la parentalité et pourtant douter, se poser plein de questions soi-même. Je trouve qu'aujourd'hui, justement, le fait de décloisonner ces espaces-là, d'avoir, oui, certes, des professionnels de différentes disciplines, mais des parents aussi, de pouvoir décloisonner la sphère médicale, sociale, perso, pro, comme vous l'avez indiqué, parler des entreprises, parce que je pense que là, on touche vraiment à des... Et puis on le sait, hein, les questions autour de la parentalité et de la famille, ce sont des sujets qui peuvent être difficiles parce qu'ils touchent toujours à des valeurs racines d'une société, de vraiment ce qui fait société. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est déjà en soi un succès énorme que de pouvoir aujourd'hui parler rien que ça de ces sujets-là. Et puis bien sûr aussi la sphère scientifique et le fait aujourd'hui, on sait que la science est importante pour nous faire avancer sur tout un tas de choses, mais aussi parce que ce que dit la science est repris par les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui sont de plus en plus sensibles et sont de plus en plus proactifs dans le fait de se renseigner avec des informations fiables scientifiquement. Et du coup, avoir une étiquette de scientifique ou d'universitaire ou de professionnel, quelque part, donne une sorte d'autorité sur ces sujets-là, au niveau culturel, hein. On perçoit, les gens se disent « Ah ben, il doit savoir dans ces cas-là ». Mais du coup, quid de nous, de notre responsabilité en tant que scientifiques ou autres, à remettre en question aussi des paradigmes et des théories aussi qui, historiquement, ont pu être très différentes. Et est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez autour de vous ? Je me tourne du coup plutôt vers l'académique, le scientifique. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans vos équipes, sur les sujets, par exemple ? C'est sûr que la rupture de dogme, c'est très difficile. Hein. Là, on a un article où on change la manière d'agir d'une molécule par rapport à ce qu'on pensait. Ça fait 200 qu'on essaye de le passer, on n'y arrive pas. Donc, c'est toujours très difficile, en effet. Mais moi, vraiment, je tenais à vous remercier là aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses et en vous entendant discuter à tous les aspects, il y a plein de pistes de recherche, notamment cliniques, à faire pour voir les fondements biologiques de ces différences en fonction des niveaux socio-culturels, par exemple, ou le type de métier que l'on fait, comment ça va être perçu ou pas. Et ces histoires entre les changements hormonaux. Là, par exemple, vous avez parlé des pères qui
avait une pseudogestation, enfin qui La couvade. C'est ça, la couvade et qu'il y avait une chute de testostérone. Donc là, il y a une explication biologique et du coup là, pourquoi pas l'histoire de la prolactine. Est-ce que dans les milieux où le congé parental serait moins accepté, est-ce que justement l'épigénétique liée au top-down en fait inhibe par exemple cette expression de prolactine, alors que si l'entreprise de BTP commence à parler, à dire c'est peut-être pas si mal de faire un congé paternité, donc là peut-être qu'on va enlever des mécanismes épigénétiques et du coup restaurer la sécrétion de prolactine. Voilà, il y a peut-être des fondements biologiques et ça serait vraiment passionnant d'étudier des cohortes de population, croiser les domaines biologiques, enfin les données biologiques, sociologiques, etc. Enfin, c'est vraiment passionnant et il y a tout à faire. Hein. Bah, c'est super, hein. C'est un bon début. Alors, d'après ce que j'ai entendu, donc là c'est une question d'un spectateur ou d'une spectatrice, d'après ce que j'ai entendu, il vaut mieux, selon vous, former l'entourage familial ou professionnel pour l'accompagnement des parents et les laisser découvrir l'enfant? Alors, je voudrais bien apporter juste quelques éléments de réponse. Je pense que notre mission, c'est d'agir sur le milieu qui va agir sur l'enfant. C'est-à-dire que quand on outille les professionnels et aussi les parents dans la connaissance du développement, on les rend acteurs. Et c'est eux qui sont au quotidien avec leur bébé, avec leur enfant. Et dans ce cas-là, rester en veille, nous, on a cette responsabilité de rester en veille. Moi, je suis impressionnée de ces écoles de formation, ces centres de formation pour professionnels qui ne mettent pas à jour leurs connaissances en neurosciences, en épigénétique, et qui portent une responsabilité dans notre société à former des futurs professionnels qui ne sont pas outillés ou pas suffisamment outillés. Et il y a vraiment cette responsabilité collective d'outiller les principaux donneurs de soins, hein, les caregivers, auprès des enfants, attachement primaire, attachement secondaire, puis qu'ils soient outillés et qu'on assure un suivi régulier pour mettre à jour ces connaissances qui bougent tout le temps. Et heureusement, c'est ce qui rend nos métiers fascinants. Le bébé est fascinant. Et c'est fascinant de l'accompagner. Et en effet, laisser les parents leur donner des clés de lecture pour les accompagner dans l'observation de leur bébé, parce que c'est à partir de l'observation qu'on va pouvoir répondre de façon coordonnée et intéressante à leurs besoins et pour l'avenir. Et là, une question plus précisément, dans le cadre de la protection de l'enfance, comment intégrer ce modèle intégratif de figure d'attachement? Pas simple hein, comme question. Non. Actuellement, effectivement, les recherches, notamment les recherches sur l'attachement, visent à appréhender la construction de ce dernier sous forme intégrative. C'est-à-dire que dans le cadre de la protection de l'enfance, effectivement, dans le cadre d'un dysfonctionnement familial grave, que ce soit du fait de l'un des deux parents ou des deux parents, les enfants qui vont être placés sont amenés à développer des modèles de relations qui vont être différents avec les familles dans lesquelles ils vont être placés, qui peuvent s'avérer protecteurs ou non. On a pu montrer, par exemple, que dans des familles où les parents étaient défaillants pour une raison ou pour une autre, si les grands-parents prennent le problème à bras-le-corps et prennent en charge les enfants ou soutiennent les enfants dans la défaillance des parents, on peut avoir effectivement des systèmes de protection qui se mettent en place. Au niveau des fratries aussi, ça peut fonctionner en termes de fratrie où effectivement la présence d'un grand frère ou d'une grande sœur va pouvoir effectivement jouer le rôle de protection à l'égard de ces dysfonctionnements familiaux. Donc, il y a effectivement, dans cette vision intégrative, c'est l'idée de dire que
ces différents attachements qui sont construits soit sur la famille un petit peu plus élargie, soit sur d'autres membres de la famille ou des personnes à l'extérieur de la famille qui vont pouvoir rétablir la sécurité autour de l'enfant, vont être des facteurs de protection. Et effectivement, alors ça ne se passe pas toujours bien, on le sait, hein, des enfants qui vont être placés en famille d'accueil ne vont pas forcément effectivement adhérer au fonctionnement de la famille d'accueil, ne vont pas forcément bénéficier de ces facteurs de protection qui leur sont apportés à l'extérieur de leur famille biologique. Mais malgré tout, pour l'instant, c'est aussi ce qu'on connaît, c'est la solution que l'on a à l'heure actuelle. On n'en a pas d'autre pour l'instant. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais tendance à répondre, c'est trouver des facteurs de protection qui vont permettre la résilience à l'extérieur des systèmes dysfonctionnels. Alors, au cours de la discussion tout à l'heure, il y a eu beaucoup de points importants qui ont été soulevés. Et si on se remet dans le modèle changement de comportement, il y a la partie opportunité, c'est-à-dire l'opportunité, avoir le temps suffisant pour assurer la parentalité, avoir la place suffisante. Et Pascal, vous avez abordé effectivement la place que laisse la maman ou papa pour prendre sa place. Est-ce que vous pouvez argumenter un peu sur ce sujet? Parce que ça correspond à cette opportunité dont le papa a besoin pour jouer, pour faire évoluer son comportement et de son rôle de père. Alors, merci pour la question, mais en même temps, pas vraiment merci, parce que c'est un peu touchy comme question dans le choix des mots. Donc, je m'excuse d'avance si je suis maladroit dans mes mots. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense que vous l'avez compris, mon propos est de dire, c'est surtout pas d'opposer les mamans, les papas, les femmes et les hommes, c'est de dire ensemble. Donc voilà, je remets ce bouclier si je me plante dans ce que je dis. Enfin, pas si je me plante, mais si je suis maladroit. Oui, je pense que de par le système patriarcal que l'on connaît, de par notre éducation, je pense que pour certaines, c'est pas tout, nuançons, encore une fois, c'est important, pour certaines mamans, c'est pas si simple que ça de laisser la place. Je pense que pour certaines mamans, il y a un côté de c'est mon rôle en fait, c'est ma mission de vie d'être maman, et finalement la partager avec un papa, c'est m'enlever quelque chose, et il y a un truc un peu ambivalent de j'ai envie mais en même temps pas trop quand même. Voilà, je veux bien quelqu'un complète, parce que je veux vraiment essayer de pas être maladroit, parce que c'est vraiment, enfin voilà, il y a un mouvement en ce moment qu'on voit beaucoup. Alors, ça s'appelle le dad blessing, je crois, mais je suis pas persuadé, je sais pas si ça parle. Où en fait, en gros, c'est des mamans qui souffrent, oui, de la survalorisation des pères. En disant un père il va chercher son enfant à l'école et on dit waouh c'est formidable, moi je le fais tous les jours et on me dit rien, et ça veut dire des choses, ça dit des choses, et donc ça montre comment ce sujet il n'est pas facile, ce sujet de la parentalité, parce qu'il touche effectivement à la notion d'égalité. Voilà, je vous laisse compléter tous les deux si j'ai été maladroit ou si vous voulez nuancer. Oui, c'est vraiment en complément, parce que je pense que vous avez raison, et ça passe aussi, et moi c'est ce qui me marque beaucoup, dans la sorte de rhétorique populaire qui passe notamment par l'humour. Ça, c'est quelque chose... bon, bien sûr, il y a plein d'outils de socialisation qu'on utilise tous qui permettent de véhiculer des normes et des valeurs au sein de notre société, donc vraiment la définition de la culture et l'humour. Et je me suis beaucoup interrogée sur comment, et d'ailleurs, je ne connais pas d'études scientifiques dessus, mais parce que je n'ai pas cherché, peut-être qu'il y en a, sur quels mots on utilise et quelles blagues on fait sur les rôles des papas, les rôles des mamans. Je me demande si ça ne sert pas aussi un petit peu à banaliser ce côté-là. Et aussi pour rebondir sur cette question de la difficulté que peuvent ressentir certaines mamans à laisser leur place, ou en tout cas à laisser suffisamment de place pour que le père puisse trouver sa place.
Je pense qu'il y a un phénomène peut-être individuel de personnalité, mais je pense qu'il y a aussi un phénomène collectif où pendant la grossesse, il y a tellement de choses qu'on demande à la femme enceinte de faire. Il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Et encore une fois, je généralise, bien sûr qu'il y a à nuancer, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes enceintes qui ressentent une forme d'impératif à être dans l'hyper-contrôle. L'hyper-contrôle par rapport à ce qu'on mange, l'hyper-contrôle par rapport à nos comportements, à notre corps. Et en plus du fait de se préparer à cet être qui arrive. Et du coup, je m'interroge dans quelle mesure est-ce que aussi la façon qu'on a de conceptualiser la femme pendant la grossesse alors la conditionner, je pense que c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais en tout cas ne la place pas aussi dans une situation où elle va avoir plus tendance à être dans l'hyper-contrôle après et se dire, en fait, je sais qu'il faudrait que je laisse la place, mais tout revient sur moi, j'ai envie que ce soit bien fait, etc. Du coup, peut-être des éléments individuels, mais aussi des éléments à réfléchir ensemble en société sur comment, moi je pense, dès la grossesse, dès le désir d'enfant peut-être aussi, comment aussi pouvoir faire en sorte que ces deux parents se sentent légitimes, parce que je pense qu'il y a ça aussi, à se poser toutes ces questions. Une petite anecdote, et après je termine très rapidement, mais moi étant là actuellement enceinte, mon conjoint, lui, il m'accompagne, etc., mais il dit, je ne sais pas trop ce que je peux faire d'autre, et il a dû à un moment faire une prise de sang dans le cadre de cette grossesse, tout simplement pour vérifier le groupe sanguin du bébé. Quand il est rentré le soir et qu'il m'a dit je suis allée faire ma prise de sang, c'est quelque chose qu'il était très fier et très content et très pour lui le fait d'être impliqué aussi médicalement, d'avoir un rendez-vous, c'était lui, son nom qui était dessus. C'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, qui l'a beaucoup ému. Bon, on va peut-être pas faire des prises de sang à tous les papas, mais voilà, il y a peut-être des choses à inventer aussi. Oui, ça démontre que cette contribution, elle est absolument nécessaire. Et tout dépend de la façon dont s'est passée la grossesse. Finalement, ça prédétermine beaucoup du partage entre le papa et la maman à partir de la naissance. Alors là, je vois cette question... Ce programme des 1000 jours peut-il être remis en question par les prochains gouvernements? En fait, il n'est pas que français. Il y a eu un rapport anglais, les 1000 Days, qui a été d'ailleurs exposé pendant la première ou la deuxième séance à la commission des 1000 jours. Il y a d'autres programmes. C'est vraiment une prise de conscience internationale que cette fenêtre d'opportunité... il faut bien la concevoir et mettre en place, comme le disait Dominique, les facteurs de protection en face des facteurs de risque pour équilibrer la balance pendant cette période très sensible de ces 1000 premiers jours. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir un retour en arrière. Je pense aux États-Unis qui vient de lancer un plan de relance mais massif avec un investissement qui n'a jamais atteint ces degrés-là, ces volumes aux États-Unis pour la petite enfance. 1 euro investi dans les 1000 premiers jours évite 13 euros dépensés pour la suite du parcours de l'enfant. Les États-Unis l'ont bien compris. D'ailleurs, James Heckman a eu le prix Nobel en 2000 sur cette étude qui dit la petite enfance, c'est la garantie pour le futur. Maintenant, c'est rentré un peu dans l'ADN des États qui travaillent sur ces sujets de prévention précoce. Je pense pas... je suis vraiment pas la bonne personne pour dire ça, mais de ma petite place, je ne crois pas que ça puisse être remis en question parce que c'est quelque chose d'avéré et c'est des chiffres qui sont sans cesse remis au goût du jour avec des études économiques, parce que même les économistes se penchent sur les berceaux des bébés. C'est aussi pour démontrer à quel point il vaut mieux faire de la prévention plutôt que d'aller soigner, et plutôt que de poser des pansements, il vaut mieux traiter les sujets quand ils peuvent être accompagnés au mieux. Oui, je suis d'accord avec vous.
le système il est un peu ancré, il a été repris par les professionnels de la prévention ou de la santé. Donc c'est quelque chose qui va poursuivre et puis se développer. Je voudrais, sur les quelques minutes qui nous restent, en fait, compléter en fait la démarche qui est sur changement de comportement vers une parentalité, une coparentalité partagée. Il faut créer l'opportunité. L'opportunité, c'est le temps. Et c'est vrai qu'on sent que ça bloque. Je prends l'exemple de l'hôpital. Le congé maternité n'est que partiellement remplacé pour les puéricultrices, partiellement, et je crois que c'est pour les sages-femmes, c'est un peu la même chose. Pour les médecins, ça n'est jamais remplacé. D'où la difficulté de prendre les congés paternité. Là, l'opportunité n'existe pas. Et donc, elle n'existe pas dans les grandes institutions. On ne montre pas l'exemple. Dans les grandes entreprises, visiblement, c'est aussi problématique. Comment pensez-vous qu'on puisse faire évoluer les choses? Donc, j'ai des petites idées et des propositions à vous faire, Pascal et Nathalie, et ensemble, parce qu'il va falloir effectivement informer autour de nous des enjeux qui sont effectivement le futur et égalité. Quand on parle d'égalité homme-femme, on sent bien que l'enjeu, il est là, au niveau du modèle parental au départ. Donc, il faut travailler là-dessus. Pour ça, il faut l'opportunité. L'opportunité, c'est du temps. Et il faut du temps, donc il faut remplacer les congés paternité. Et ce que vous avez dit, Pascal, tout à l'heure, est vraiment très intéressant. Concerne aussi l'idée que, oui, ceux qui partent en congé paternité-maternité s'engagent aussi à organiser les choses. Et ça, vis-à-vis de l'équipe, c'est quelque chose d'important. On est une équipe et on continue à être une équipe même pendant cette période-là. Voilà, c'est un peu la réflexion que je me faisais en vous écoutant. Vous avez jeté un pavé dans la mare. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que vous avez des idées pour justement... là, on parle de la société, on parle des décideurs, on parle de politique publique. Comment vous voyez cette évolution dans le temps Kevin? Oui, juste, je pense qu'il y a deux problématiques. C'est-à-dire que, déjà, est-ce que la personne peut être remplacée ou non? Là, nous, dans notre situation... ça aurait été un congé paternité ou un congé maternité, le poste peut pas être remplacé. Il y a des métiers où on ne trouve pas de personnes qui peuvent être remplacées comme ça sur un congé. Et donc, dans ces moments-là, on ne peut pas dire on ouvre des postes, on dit il n'y a pas que le congé maternité où on doit trouver un remplaçant. Moi, ma femme, quand elle s'est arrêtée pour congé maternité dans son entreprise, un mois avant, ils ont ouvert des candidatures, ils ont trouvé quelqu'un pour la remplacer sur son congé maternité, et il y a eu quelqu'un sur toute la période. Elle est revenue, la personne est partie, c'était un CDD. Sur des métiers comme ça, c'est facile. Oui, dans les pays du Nord, c'est prévu. En Suède, ils ont un ou deux médecins joker dont le rôle est de remplacer les congés médicaux. Donc effectivement, les ressources sont rares, mais elles sont anticipées. Et après, il y a tout de même l'idée que si effectivement on anticipe l'organisation et on essaye de s'adapter à cette nouvelle organisation, c'est aussi un atout sur lequel il faut aussi agir. Pardon. Pour rebondir, pour compléter, en septembre dernier, j'ai interviewé Pierre-Édouard Battard, qui est le directeur général du Crédit Mutuel. Et pourquoi je l'ai interviewé? Parce qu'il a pris un congé paternité de 3 mois. Quand on est DG d'une très très grosse boîte, certes, banque, tout ça, ok, voilà. Mais sortons des croyances qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est pour le coup très exemplaire. Et ça fait partie pour moi des rôles modèles. C'est pour ça, quand j'ai appris ça, j'ai voulu l'interviewer. Et d'ailleurs, son histoire est très drôle. En fait, il raconte que lui voulait un enfant. Sa femme ne voulait pas d'enfant parce qu'elle est très féministe. Elle est engagée dans une carrière professionnelle très riche. Et elle disait, mais j'ai absolument conscience que si on devient parent, c'est moi qui vais être pénalisé et je ne suis pas d'accord. Donc, je suis d'accord pour faire un enfant si on le fait à deux, mais on le gère à deux. Et donc... le DG du Crédit Mutuel s'est engagé à 2 fois par semaine, il se barre à 5 heures de son boulot pour aller chercher son enfant à la crèche, voilà, pour avoir un vrai modèle égalitaire. Et d'ailleurs, et du coup, c'est exact, pour répondre à votre question, Laurent, c'est exactement ce qu'il me disait, et ce que tu viens de dire, c'est de dire, en fait, ça s'anticipe, les congés mat, les congés parentaux, au sens large. On peut avoir recours à du CDD, on peut avoir recours à de l'intérim. Alors évidemment, je pense que dans vos professions, c'est pas si simple que ça.
on l'a bien vu ces 2 dernières années, que vous êtes tellement en tension que faire appel à du staff supplémentaire, enfin des professionnels, pardon, c'est plus élégant, à du professionnel supplémentaire, je pense que c'est compliqué. Mais en fait, moi, j'ai envie de poser la question presque différemment, mais ça ne va pas vous arranger. C'est si on ne trouve pas des moyens, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Est-ce qu'on aura encore des professionnels qui voudront aller bosser dans des boîtes où ils ne pourront pas vivre leur vie pleinement? Et en fait, justement, c'est qu'est-ce qu'on fait comme choix? Est-ce qu'on attend de se prendre le mur dans la face et de se dire ah ben maintenant on est bien, on n'a plus personne, ou est-ce qu'on anticipe? Oui, vas-y. Non, mais c'est très vrai et je ne voyais pas les choses comme ça. Mais c'est sûrement l'une des causes aussi des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire que les modes de vie changent, les objectifs de vie changent, et donc la crise s'aggrave et à l'hôpital, mais là on dévie un petit peu du sujet, mais parce que les gens ne veulent plus subir ça. Donc, il y a 10 ans, il y a 20 ans, je pense que moi, je suis pas de votre environnement professionnel, de votre milieu, mais j'imagine qu'il y avait des signaux d'alerte déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qu'on n'a pas forcément. Et je jette pas la pierre en disant ça, je stigmatise évidemment personne. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est juste de dire là, on sent qu'il se passe quelque chose. Attention, on parle de paternité, de parentalité. Là, on est tous très engagés là-dessus, mais en vrai, ça bouge doucement. Donc, on a le temps. Encore une fois, ça bouge doucement. Alors moi, je trouve que ça bouge doucement, mais ça bouge vite si on est relatif au siècle et au siècle d'un système qui n'a pas bougé, voilà. Mais en vrai, ça bouge quand même encore tout doucement. Donc c'est-à-dire qu'on a encore le temps dans les organisations de mettre en place des systèmes qui vont nous permettre d'anticiper cette vague qui va être de plus en plus forte dans les prochaines années. Absolument. Les institutions internationales comme l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, mais aussi l'UNESCO, fixent une vision avec des moyens, et il y a des publications sur le sujet qui sont importantes pour justement faire bouger la société et anticiper des solutions. Après, au niveau de l'Europe, il y a cette garantie européenne pour l'enfance qui, j'espère, va pouvoir être ciblée sur ses premiers temps de vie et qui va permettre d'avoir des budgets pour faire avancer la société, et notamment, comme le disait Laurent, un pool de volants, par exemple, dans les services hospitaliers, dans les services hyper tendus. Je pense à la petite enfance aussi. Enfin, vous avez tous été absolument remarquables pendant cette catastrophe sanitaire, cette solidarité qu'on a vue, mais ça n'a qu'un temps. S'il y a une autre crise qui intervient, c'est pas viable. Donc il est temps de mettre en place des outils comme celui-là et faire bouger l'entreprise, le monde de l'entreprise, qui est l'entreprise publique comme l'entreprise privée, avec ce label Family Friendly Company qui peut faire bouger les mentalités, avec des personnes comme le président du Crédit Mutuel, qui sont des exemples, et il faut qu'ils prennent la parole dans la presse. Il faut faire bouger les médias aussi, parce que pour les médias, c'est pas forcément un sujet de société. Or, c'est un sujet majeur. Oui, et puis je rebondis sur ce que vous avez dit. Je pense qu'effectivement, pour reprendre l'exemple qui a été cité sur le fait que les médecins aujourd'hui qui partent en congé maternité ne sont pas remplacés, si j'ai bien compris, c'est que c'est même pas possible administrativement. Est-ce que c'est bien ça ? Ça le serait, mais il n'y a pas de candidat. C'est en fait le problème. C'est pas organisé pour. D'accord. Ouais. Et justement, cette question est là au sens large, la question de l'attractivité des métiers. Je pense que vous avez entièrement raison. Plus on va pouvoir prendre en compte le fait que, et je pense que ça va aller de plus en plus, les générations accordent énormément d'importance au fait et choisissent leur métier, leurs emplois, leurs entreprises, leurs services, etc., aussi en fonction de l'équilibre ou pas qu'ils vont permettre d'avoir dans leur vie. Je pense que le fait de comprendre pour les entreprises et autres que c'est du gagnant-gagnant en fait. Parce que plus on va pouvoir aménager ce temps-là, plus on va pouvoir être flexible, plus on va rendre ces métiers attractifs aussi.
Et la deuxième chose, et je pense que c'est important, on parle de politique publique, d'opportunités, etc. Puis en ces temps politiques, je pense qu'on va entendre énormément de choses aussi sur différentes propositions de ce qui peut être fait. Mais la question de revaloriser aussi ces métiers de la petite enfance, parce que les sociologues le disent depuis de très nombreuses années, des métiers qui ont une valeur sociale inestimable, le fait de prendre soin de nos tout-petits, de nos jeunes, le fait aussi de les avoir à l'école. Tous ces métiers-là, on a de cesse de pouvoir dire mais c'est formidable de faire ces métiers-là, mais paradoxalement, on se rend compte que ce sont également les emplois qui sont parmi les plus précaires, qui sont parmi les moins bien payés. Et je pense tout à fait. Je pense que c'est important aussi de pouvoir réajuster la valeur sociale par rapport à tous ces métiers-là. Parce que ces opportunités de garde ou autres, c'est aussi ce qui va permettre d'aider les parents, de soutenir, d'être ce fameux village, quelque part, dont on parle quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. To and fro.